ta famille, pendant l'enfance, c'était une famille militante, la politique était déjà présente? Alors, d'après mes souvenirs, fort peu. En tout cas, les discussions politiques au sein de la maison, c'était pas notre tasse de thé, je pense, hein. Mais par ailleurs, moi, je n'étais pas souvent présente puisque on commence à parler politique après l'adolescence. Et donc, comme j'étais à Bruxelles toute la semaine, le week-end, bah, moi, je revoyais les copains, les copines, je sortais. Et donc, c'est pas au sein de la famille que ça a commencé. Je dis juste un petit clin d'œil, c'est qu'on parlait politique quand il s'agissait du voisin, qui était sur les listes PSC à l'époque, et nous on rigolait en disant que c'était le parti sans culotte. Donc déjà, on s'amusait comme ça. Ça a commencé vers 14-15 ans quand je suis tombée amoureux du fils de la maison du peuple de Belleuil, hein. Donc ça évidemment, ça rapproche du militantisme. Et je me souviens de mon premier souvenir de rencontre avec le PS. Donc je suis arrivée dans une salle où tous les gens étaient debout et chantaient l'Internationale. Et moi j'allais servir le potage. Et donc ça a été mon premier contact finalement avec le Parti Socialiste et les militants. D'accord. Alors, après les secondaires, tu entames des études supérieures. Qu'est-ce que tu entames comme études et pourquoi? Alors, bah, à cette époque-là, on suivait des tracés presque tout faits. Je pense qu'on n'avait pas la chance, comme aujourd'hui, de trouver des dispositifs qui permettaient de s'ouvrir à d'autres horizons. Et donc, presque automatiquement, j'avais fait le sport. Et bien, soit je faisais une licence en sport, soit je faisais la kiné. J'ai choisi de faire la kiné, donc j'ai commencé les études à Tournai et après 1 an et demi, j'ai arrêté. Ça ne me plaisait pas et ça ne me convenait pas du tout. Donc j'ai arrêté mes études et j'ai travaillé tout de suite. Étant donné que les études que j'avais fait au niveau sportif étaient certifiantes. Et donc j'ai travaillé comme éducatrice. Je suis allée travailler pendant 3 ans. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle à Uccle, à l'ISP, au PS de Crolly. PS de Crolly. Donc l'ISPP, donc on s'occupait d'enfants en difficulté. Et donc on rencontrait là ça a été mon premier choc, je dirais, culturel avec les enfants, mais aussi avec la vie, la vraie vie, de comment vivent les gens au quotidien et des situations sociales dramatiques. C'est ça. Et ensuite, est-ce que il y a déjà euh, la vie militante qui continue ou qui prend plus d'ampleur, ou est-ce que c'est venu plus tard Alors la vie militante, elle est en vague de fond, je dirais, parce que je fréquente toujours le garçon de la Maison du Peuple. Et donc, dans ce contexte-là, il y a tous les repas, les banquets, les réunions du PS, tout ce qui se passe là. Il y a Jean Dulac, à l'époque, qui était bourgmestre de Belleuil et puis qui est devenu sénateur, qui m'a beaucoup aidé dans la recherche de mes emplois. Il corrigeait même mes CV. Et donc, il était vraiment quelqu'un de très proche vis-à-vis de la jeunesse. Et donc ça reste là un peu dormant le temps que je travaille à Bruxelles. Et puis malheureusement au PS de Crolly, il y a une restructuration. Et comme je suis dans les dernières arrivées, eh bien, je suis licenciée après 3 ans de service. Et là, je suis en recherche de travail. Et il y a Clémentine Dramé, qui est l'ex-femme de Jean Dulac, qui est aux femmes prévoyantes socialistes à l'époque, membre du conseil d'administration, qui me dit, lors d'une réunion des femmes prévoyantes à la Maison du Peuple, enfin le Café Stella Centre pour être plus précise, qui me dit, on engage du personnel aux femmes prévoyantes socialistes, si tu veux, je te donne les informations et puis tu vas. Et c'est comme ça que je me suis présentée devant Hans Spitals, qui était déjà à l'époque secrétaire régional, dans les années 87, pour postuler à un emploi. Il s'agissait là de remplacer quelqu'un dans un contrat TCT ou PTP, je ne sais plus vraiment les termes, pour travailler à lire et écrire. Et donc j'ai travaillé à lire et écrire pour les femmes prévoyantes socialistes et pour le MOC à l'époque aussi, puisque aujourd'hui ce sont toujours 2 structures qui gèrent lire et écrire à Tournai. Et donc j'ai travaillé, je me suis installée, mon bureau était installé au centre culturel, au foyer culturel d'Antoine, qui était dirigé à l'époque par Vincent Berthollet. D'accord. Voilà, et donc c'est un peu comme ça que je suis vraiment rentrée dans le mouvement, et c'est aussi, je pense, grâce à tout le travail et à l'action des femmes prévoyantes socialistes que j'ai vraiment pu militer et vraiment intégrer le parti de façon plus concrète, quoi.
Aujourd'hui, tu es depuis peu la nouvelle secrétaire générale du PAC G. Tu es arrivé au PAC comment? Il y a longtemps? Eh bien, donc ça fait 10 ans que je travaille au PAC. Donc, en fait, je n'ai fait que travailler dans l'action socialiste, finalement, puisque j'ai sévi aux femmes prévoyantes socialistes de Wallonie-Picard pendant une dizaine d'années. Puis, je suis allée à la coordination nationale à Bruxelles pour coordonner l'action de toutes les régionales de la communauté française avec Isabelle Simonis et Marie-Josée Laloy à l'époque. Et puis voilà, après quelques années, je me suis dit j'avais fait le tour. Et donc j'ai postulé ailleurs. Et il y a un poste qui s'est ouvert à Présence et Action culturelle. À l'époque, c'était Serge Eustache qui était secrétaire général. Et j'y suis depuis. Voilà. Et alors, secrétaire général de Présence et Action culturelle, ben, c'est à la fois simple et pas simple, puisque c'est malheureux comme ça, mais bon, c'est suite au décès de Yannick. Il a été très malade il y a 3 ans, il est hospitalisé pendant près d'1 an, et c'est à cette époque qu'il m'a demandé de le remplacer. Revenons un instant sur Yannick Samzin que tu évoques à l'instant, et arrêtons-nous un instant pour l'évoquer. Il nous a quittés. Je crois que c'était un grand monsieur qui a marqué beaucoup de personnes. Toi, dans quelle mesure est-ce qu'il t'a marqué aussi dans ton travail? Yannick Samzin, moi en fait je le connais depuis plus de 25 ans. Il a été l'un de mes formateurs, il a été l'un des initiateurs des formations que j'ai suivies par la suite, parce qu'effectivement, moi je n'étais pas diplômée, je n'avais pas terminé mes études supérieures. Et donc, comme il le disait clairement, je suis un pur produit de l'éducation permanente, puisque j'ai suivi, sous ses conseils et sous les conseils d'autres de mes collègues, les formations qu'il a lui-même initiées. Et donc, c'est comme ça qu'on a poursuivi notre parcours formatif. Mais par ailleurs, lui, il a suivi un parcours culturel au niveau des ministères. Il a fait un tas d'aller-retour, ministre de la Culture, service jeunesse, projet. Et il est arrivé à un moment donné, quand Serge Eustache a été élu à la province, eh bien, il fallait quelqu'un, et Yannick s'est présenté, et se présentait comme une personne ressource de qualité pour le PAC, en sachant que Yannick était était un excellent visionnaire. Il avait ce don, je pense, de voir les gens et de voir les projets, de se projeter dans l'avenir, et il faisait de ses rêves des réalités. Et le dernier en date, c'est le projet Almanara qui était diffusé il n'y a pas très longtemps à tourner. Et donc il est parti de cette idée de réaliser un concert belgo-palestinien en réunissant donc des musiciens palestiniens et belges, et ça paraissait complètement fou. Tout comme réaliser et soutenir une école de cirque en Palestine sur le projet Asseoir l'espoir, tout comme réaliser des expositions un peu folles sur Che Guevara qui ont fait le tour de la communauté française. Et donc il avait ce don d'envisager et de mettre en réseau des gens pour envisager des projets complètement fous, mais qui devenaient réalité sous son action. Et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec lui. Et d'ailleurs, il manque beaucoup à tous les gens, à tous les cultureux qui ont travaillé avec lui. Arrêtons-nous un instant sur l'éducation permanente, puisque c'est l'essentiel de ton travail, et on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Alors, ma question va se faire en 3 temps. Qu'est-ce que c'est que l'éducation permanente? Pourquoi est-ce important? Et en quoi l'éducation permanente PAC se différencie-t-elle des autres? Donc, alors d'abord, l'éducation permanente, il faudrait plusieurs heures peut-être pour l'expliquer, hein, mais il faut surtout savoir ce que ce n'est pas. L'éducation permanente, ce n'est pas la permanence de l'éducation. On n'est pas sur l'éducation, il ne s'agit pas d'éduquer les gens tout au long de leur vie. Il s'agit de donner des outils à des citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes être en complète autonomie et s'émanciper et pouvoir agir, avoir du pouvoir sur leur vie. La démarche d'éducation permanente se veut collective, donc il ne s'agit pas d'être chacun dans son coin individuellement.
dans cette démarche. Donc il s'agit de mobiliser des collectifs, des groupes, sur des thèmes ou des préoccupations qui les intéressent, de mobiliser ces gens et de les faire avancer sur un parcours qui va faire évoluer leur situation de départ ou faire évoluer leur vie. Et donc ça peut aller de l'aménagement d'un quartier jusqu'à la défense des droits des femmes ou des hommes ou des enfants ou des jeunes ou des chômeurs ou ça. Donc ça c'est vraiment l'éducation permanente, c'est plus la mise en route d'un processus. Donc on accompagne les gens sur un chemin que on leur donne un savoir et puis débrouillez-vous. Hein, donc c'est vraiment toute la différence avec une prise en charge et une participation active des participants dans la démarche elle-même. Alors le troisième point sur le PAC. Le PAC, c'est le leitmotiv, c'est agir par la culture. Et donc l'idée de présence et action culturelle, comme son nom l'indique, c'est vraiment d'insuffler ce processus et cette démarche en utilisant la culture et l'expression culturelle comme outil. Et donc on peut avoir, par exemple, comme à Tournai, des écrivains publics et des citoyens qui racontent leur quartier et donc utilisent l'écriture, qui est un outil culturel, l'écriture pour raconter leur quartier. On peut avoir d'autres personnes qui se mobilisent autour d'une pièce de théâtre et qui créent eux-mêmes, voire une pièce de théâtre sur un thème particulier et qui vont la diffuser. Bon, à côté de ton travail pour le mouvement PAC, tu es aussi impliqué à Belleuil et en Wallonie-Picarde, et notamment à travers l'action politique. Tu es conseillère communale, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? J'ai toujours été investie au niveau du terrain bellelois dans plein d'associations, et principalement la Ducasse de Belleuil. Donc j'ai voulu concrétiser cet investissement associatif et local par une action politique, en me disant que si je veux faire changer les choses au niveau de ma commune, une façon de le faire, c'est de s'inscrire en politique pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure en me disant qu'il ne risque rien à rien. Je peux m'estimer tout à fait satisfaite, puisque j'ai été élue conseillère communale du premier coup, on va le dire comme ça, ce qui n'était pas gagné. Donc ça veut dire que je pense que les Bellelois et les citoyens bellelois ont montré leur accord par rapport à mon implication. Donc effectivement, voilà. On manque de femmes en politique. C'est un monde difficile pour les femmes ? Alors c'est un monde difficile pour les femmes pour plusieurs raisons. Je pense que ce n'est pas évident pour une femme de s'investir, même dans l'associatif et même localement, en plus en politique, parce que c'est des réunions le soir. Moi j'ai commencé à faire de la politique, mes enfants étaient grands, donc c'était plus facile. J'ai un compagnon qui est très compréhensif, donc voilà, c'est pas galère quand je rentre tard le soir. Enfin voilà, c'est des choses qui permettent quand même que ce soit plus léger de pouvoir compter sur une famille qui soutient. Donc ça, c'est une première chose. Mon travail, c'est pas évident de jongler avec les réunions le soir et les réunions du PAC, mais en même temps, c'est un travail militant. Et donc, je peux jongler plus facilement et l'un enrichit l'autre. Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça fait beaucoup d'heures, mais c'est plus simple. L'autre difficulté que les femmes rencontrent, et moi que j'ai rencontré, c'est effectivement qu'on se heurte au pouvoir que les hommes, puisqu'ils sont en majorité au niveau politique, on a l'impression que c'est une chasse gardée et que dès qu'on essaye de s'introduire, on est la gamine du coin, ou bien on n'a pas assez d'expérience, ou bien pas assez d'eux, ou trop de ça, enfin voilà. Et donc un homme qui parle beaucoup, ce n'est pas gênant. Une femme qui parle beaucoup, on la suspecte d'emmerdeuse et on n'autorise même plus à prendre la parole. Moi, je pense que la politique, elle a besoin de la représentation de la population. Elle a besoin autant des hommes que des femmes. Donc moi, je ne suis pas une féministe qui veut à tout prix que tout soit pour les femmes et les hommes dehors. Pas du tout. Je pense que le féminisme et l'égalité, elle est là où il y a autant d'hommes que de femmes, là où on laisse l'accès autant aux femmes
qu'aux hommes. Et donc la politique, aujourd'hui, il y a 52% dans la population, 52% de femmes, et donc j'estime que représenter la population, c'est qu'au moins dans les instances, il y ait 50% d'hommes et de femmes, et qu'on arrête de se disputer sur moi je veux cette place ou moi je veux la garder à tout prix. Enfin, moi je ne suis pas quelqu'un qui veut le pouvoir à tout prix. Mon intérêt à moi, c'est de travailler pour l'ensemble, et une fois élu, je travaille autant pour les femmes que pour les hommes. Voilà, alors dernière question, ce qui est désormais une tradition, c'est jamais que notre troisième interview, mais enfin on va en faire une tradition. On demande à l'interviewé de nous donner une petite citation que l'interviewé a envie d'offrir aux téléspectateurs, en disant tiens, ben voilà, j'aimerais bien qu'ils repartent avec une petite réflexion, une pensée sur ce sujet-là. Alors moi j'en ai deux, si je peux me permettre. La première, elle va dans le sens de l'éducation permanente, et elle dit ceci: tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et la seconde, c'est l'erreur est humaine et sa reconduction, elle, est diabolique. Voilà. Merci beaucoup.